Bonsoir à tous. À la une de ce journal, au regard de la recrudescence des violences meurtrières dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les stratégies gouvernementales mises en place jusqu'ici sont insuffisantes et inefficaces pour une résolution durable de la crise anglophone. C'est du moins le constat que font certains parlementaires après 3 ans de guerre fratricide dans cette partie du Cameroun. À l'ouverture de la session parlementaire de novembre 2020, vous suivrez dans ce journal d'autres députés dénoncer le retard dans la transmission du projet de loi de finances pour un examen approfondi du budget 2021. Et à l'international, l'Afrique est sous le choc après le décès de Jerry Rawlings, figure marquante de la politique au Ghana et ses ambitions panafricanistes qui avaient été partagées à travers le continent. Quel est son portrait, son parcours, ses opinions politiques, c'est à suivre dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette explosion de joie des Camerounais après la victoire écrasante des Lions indomptables sur les adversaires du Mozambique, 4-1, avec des doublés d'Aboubacar Vincent, Anguissa Zambo également buteur et Clinton Dié qui ont percé les filets de leurs adversaires. Le match s'est joué pratiquement à huis clos au stade de la réunification de Bépanda, stade Omnisport. Vous le voyez en image, comment les Lions indomptables ont dominé leur adversaire. Pour ce match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2022, les Lions indomptables qui ont remporté la rencontre 4-1, doublé d'Aboubacar Vincent, Anguissa Zambo, Clinton Dié ont également inscrit des buts durant ce match qui vient de s'achever au stade Omnisport de Bépanda à Douala. Parlons à présent de l'impact de la crise anglophone dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Impact économique au point où de nombreux ouvriers et ingénieurs de la CDC ont encore manifesté devant les installations de cette entreprise pour dénoncer des arriérés de salaire. Depuis près de 2 ans, ils n'ont pas perçu leur salaire. Les conditions de vie sont de plus en plus difficiles pour ces ouvriers et ingénieurs mis en congé technique. D'autres précisions avec Davison Maimo, Cédric Chouna et Xavier Foka. Mouvement d'humeur pacifique des employés de la Cameroun Development Corporation à Botalimbi, département du Fako. Nous sommes dans la région du sud-ouest Cameroun. Pancarte en main. Ils sont plusieurs dizaines à s'être retrouvés ici à l'entrée de la direction de l'entreprise. Ils réclament plus de 2 ans de salaire impayé. Ils nous doivent assez d'argent. 20 mois de salaire en plus des arriérés. Ils doivent donc payer 1 an 7 mois d'arriérés plus les 20 mois de salaire. Depuis plus de 2 ans que dure cette situation. Ces employés disent vivre le calvaire au quotidien. S'il faut aller à l'hôpital, avec quoi doit-on se soigner? Il n'y a pas moyen d'envoyer les enfants à l'école. Avoir à manger est devenu très difficile. Si je vous dis que j'ai mangé depuis le matin. Selon ces employés, davantage remontés par le fait que les prestataires par contre perçoivent leur salaire, la direction de l'entreprise a annoncé que le processus de régularisation des salaires est en cours. Ils restent tout de même sceptiques, car par le passé, de nombreuses promesses de paiement ont été faites, mais jamais tenues. Depuis que nous avons commencé à travailler, chaque jour ils disent qu'ils vont nous payer. Chaque mois, chaque année ils le disent. Ils nous ont payé les mois de janvier et février. Nous n'avons pas eu les salaires de 2018 et 2019 jusqu'à ce jour. Créée en 1947, la CDC est l'une des entreprises publiques frappées de plein fouet par la crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun depuis l'année 2016 et qui a connu des pertes énormes.
Alors que cette crise anglophone s'enlise, aucun débat parlementaire n'a été organisé jusqu'ici. Pourtant, dans les discours à l'ouverture de la session du mois de novembre 2020, les différents présidents des augustes chambres s'expriment sur l'épineuse question. Au Sénat, l'ouverture de la session de novembre s'est déroulée en l'absence de Marcel Niat Difendi, c'est le vice-président de la Chambre haute du Parlement, Aboubakari Abdoulaye, qui a ouvert les travaux. Il s'est offusqué des actes de barbarie qui se multiplient dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le vice-président du Sénat appelle la communauté internationale à se joindre aux efforts consentis par le gouvernement pour le rétablissement de la paix dans les régions en crise et la chasse aux commanditaires de ces crimes odieux. Je vous propose d'écouter le vice-président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye. Le Sénat, par ma voix, condamne avec la plus grande fermeté ces actes de barbarie et exige que leurs auteurs soient arrêtés et punis. Nous demandons également que soient poursuivis et punis les commanditaires de cette rébellion armée qui massacre d'innocentes populations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis 3 années maintenant. J'appelle solennellement les pays amis qui hébergent ces commanditaires, les commanditaires de ces crimes, à s'en désolidariser clairement. Je leur demande, dans le cadre de la coalition mondiale contre le terrorisme, de prendre leurs responsabilités et de soutenir sincèrement le Cameroun dans le combat qu'il mène pour rétablir la paix et la concorde sur l'ensemble de son territoire. J'interpelle les ONG et d'autres organisations nationales et internationales à rompre leur silence face à ces crimes barbares. Face à cette actualité marquée par la violence et la barbarie qui éprouve notre résilience, ressentons-nous plus que jamais le besoin d'unité et de solidarité autour de la nation, afin de surmonter ces moments difficiles et de maintenir la flamme d'un Cameroun debout, un Cameroun qui avance, un Cameroun qui gagne. Tout en regrettant cette montée de l'insécurité dans les régions anglophones, des sénateurs estiment que les stratégies gouvernementales mises en place jusqu'ici sont insuffisantes et inefficaces pour une solution durable à la crise dans les régions anglophones. Ces sénateurs exhortent le gouvernement à manifester une plus grande volonté politique afin de poursuivre un dialogue plus inclusif et accélérer la décentralisation au Cameroun. Je vous invite à suivre à présent les sénateurs Pierre Flambon-Gayap de l'UNDP, le sénateur également Henri Kemde du SDF et Grégoire Mbamba du RDPC. Cette session s'ouvre dans un contexte particulier. On constate qu'il y a une recrudescence de la violence et des assassinats de compatriotes, paisibles et innocentes personnes qui ne demandaient pour la plupart qu'à acquérir un savoir pour préparer leur avenir. Que des chefs traditionnels sont tués, que des hommes d'église sont arrêtés, enlevés, menacés avant d'être éventuellement libérés. Il importe donc qu'au-delà de la réaction régalienne normale des pouvoirs publics, que nous réfléchissions de nouveau sur d'autres méthodes pour mettre fin à cette crise anglophone. Ce n'est que le gouvernement qui peut nous dire exactement ce qu'ils ont préparé pour cette session. Si le gouvernement avait essayé les mesures de sécurité qu'on a proposées, les formes d'État, la Constitution, on devait toucher la Constitution parce que ce qui se passe à la zone anglophone, c'est l'affaire de la Constitution de la nation. Comme le gouvernement dit qu'on ne peut jamais toucher à la Constitution, mais on peut toucher ça quand on veut, quand ça nous favorise. Si la fédération n'est jamais nécessaire pour un pays, c'est ce pays qui est Cameroun. C'est le moins de choses qu'on peut demander pour ce pays. Tant que les gens meurent, tant que les villages disparaissent, tant que les chefs de village ne peuvent plus rentrer chez eux, vraiment tout est gâté. Pourtant, on pouvait régler ça à l'amiable. Pour nous, il est inadmissible que dans l'une de nos régions, que des mercenaires, des tueurs s'en prennent à nos enfants. Ça a impacté énormément la vie des Camerounais et la vie du monde entier. On ne peut pas arrêter de demander aux enfants de ne pas aller à l'école. Ça, c'est quelque chose qui est inadmissible pour nous. Créer une plateforme pour qu'on pense comment développer nos régions en dehors du budget. Les élus doivent être des élus offensifs. Ils doivent créer la richesse. Ils doivent être des forces de proposition parce qu'il y a dans nos régions des sociétés qui ont pignon sur rue et qui peuvent financer le développement dans nos régions. Et c'est pour ça que nous demandons que la décentralisation doit être effective. Et comme nous sommes des acteurs, nous allons veiller à ce que les choses aillent dans le sens des populations, qu'on mette les hommes au cœur de ce budget, au cœur de nos régions.
À l'Assemblée nationale, un des députés de l'opposition voit d'un mauvais œil le soutien aux initiatives gouvernementales, notamment le désarmement, démobilisation et réintégration des combattants dans les régions anglophones. Ils estiment qu'il faut d'abord négocier un véritable cessez-le-feu et pouvoir poursuivre un dialogue plus inclusif. Ces députés critiquent le retard observé dans la transmission du projet de loi des finances en 2021 qui empêche un examen approfondi du budget 2021 qui doit être soumis à l'examen de ces différents parlementaires. Dans le camp du parti au pouvoir, les députés estiment que le gouvernement fait de son mieux afin de résoudre les multiples crises qui secouent la République du Cameroun. Le président de l'Auguste Chambre a appelé à une résilience de la part des Camerounais et du gouvernement. D'autres explications avec Guy Zogo. La session parlementaire de novembre consacrée à l'examen du budget de l'État du Cameroun s'est ouverte à Yaoundé, au Palais des Congrès. Sur cet aspect budgétaire, le président de l'Assemblée nationale a plaidé dans son discours d'ouverture pour un budget de résilience. Il doit prendre en compte autant nos défis nationaux de l'heure que nos engagements internationaux. Surtout, il doit permettre au président de la République de poursuivre son programme pour le septennat en cours. De leur côté, les députés de l'opposition soulignent déjà le retard traditionnellement observé sur l'examen du budget. La loi dit que nous devons être en possession du projet de loi des finances 15 jours avant l'ouverture de la session. Or, nous sommes aujourd'hui à l'ouverture même, on n'a pas encore ce projet. Je pense que c'est des manquements comme ça, que s'ils étaient décriés de manière forte, peut-être ça pouvait amener le gouvernement à changer que de persister dans le non-respect des lois. Abordant aussi les questions politiques, Kava Yégué Djibril est revenu sur les événements de Koumba pour s'en indigner. Victimes innocentes, le massacre des élèves à Koumba le 24 octobre 2020, un crime contre l'école, un crime contre l'avenir, un crime contre l'humanité. Aucune cause au monde ne saurait justifier une telle barbarie. Aussitôt, il a interpellé les élus, autant du nord-ouest et du sud-ouest que de l'extrême nord, à s'engager dans la réussite du comité de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Ce à quoi l'opposition rétorque qu'il n'y a là aucune solution. On ne peut pas, dans la résolution d'une crise armée, aller au désarmement, démobilisation, réinsertion sans avoir négocié l'arrêt des hostilités sur le terrain. Ça ne s'est vu nulle part. C'est une solution qui démontre son inefficacité. Nous sommes donc étonnés que le président de l'Assemblée prenne position en faveur d'une telle solution qui est décriée par la grande majorité du peuple camerounais. Résolument rangé dans le camp de l'exécutif, le président de l'Assemblée nationale a également soutenu que les marches du MRC du 22 septembre dernier visaient à déstabiliser les institutions. Pour l'heure, les députés restent suspendus à l'attente de l'arrivée du budget 2021 du Cameroun sur leur table. Autre préoccupation qui sera soumise sur la table des parlementaires, c'est la situation des entreprises camerounaises, victimes à la fois de la crise anglophone et la crise sanitaire. Le JICAM a tenu à le faire savoir au pouvoir public en dénonçant le laxisme du gouvernement au regard de l'asphyxie dans laquelle se trouvent les entreprises camerounaises. Le président du JICAM, Célestin Tawamba, a édifié le gouvernement sur des réformes fiscales et des stratégies d'industrialisation énoncées dans le livre blanc qui a été mise en place par le JICAM. Plus d'explications avec Joël Essengue et Aïk Cyril. Selon des statistiques, les PME représentent près de 98% de la capacité de production de l'économie camerounaise. La plupart d'entre elles croupissent pourtant dans l'informel, tout comme elles font les frais depuis quelque temps de la crise sanitaire du coronavirus qu'elles subissent de plein fouet. Le JICAM s'en inquiète et le fait savoir au pouvoir public. La problématique de la PME est au cœur du développement économique de notre pays. Donc il est question pour nous de partager avec le ministre des PME l'importance de son département ministériel
le vœu du secteur privé de voir un ministre des PME être le véritable défenseur des entreprises, pas de les accompagner les PME, mais de défendre ces PME-là qui sont à mal du financement, à mal d'un système fiscal qui n'est pas adapté et qui croupissent dans l'informel. Le secteur privé broie du noir et pour y faire face, le JICAM propose une stratégie de sortie de crise. Appelé Livre blanc, le catalogue de solutions de dynamisation de l'économie camerounaise est présenté au gouvernement. Il est question aujourd'hui, à travers ce livre blanc, qui donne des propositions d'élargissement de l'assiette fiscale, de faire en sorte qu'il puisse avoir une fiscalité qui soit plus adaptée à ces petites entreprises, afin qu'on n'ait pas un système fiscal qui soit punitif. Il faut permettre aux entreprises de payer en fonction de ce qu'ils ont. Les mesures économiques et fiscales en faveur des PME depuis l'avènement du coronavirus sont évaluées à 114 milliards de francs CFA et l'appui direct aux PME à 180 milliards de francs CFA, tous financés par le Fonds spécial de solidarité. Mais cela reste insuffisant selon le JICAM. Un groupe de travail conjoint JICAM-gouvernement est alors mis sur pied pour mieux étudier le problème. À la lumière des échanges que nous avons eus avec le JICAM, il a été retenu que nous allons mettre sur pied un groupe de travail conjoint pour que finalement dans le secteur des PME qui représente, il faut le dire, près de 98% en fait du tissu productif de notre pays, que certaines des propositions qui ont ainsi été formulées et celles sur lesquelles nous allons plancher ensemble, que nous puissions leur donner la chance de pouvoir être mises en œuvre, mais davantage encore la possibilité de pouvoir renforcer les conditions de résilience de l'économie camerounaise. La présentation du livre blanc du JICAM au ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat intervient quelques jours après le même exercice à la primature. Au MINMESA, l'on parle de concertation permanente en vue de dégager des pistes de solutions relatives aux préoccupations des entreprises. Dans le reste de l'actualité, l'exclusion des femmes dans la résolution des crises préoccupe la société civile. Pourtant, elles ont des compétences de négociatrices et pourraient jouer un rôle déterminant dans l'apaisement des tensions à travers le pays. Une rencontre a eu lieu à cet effet à Bafoussam. Compte rendu, le Cléat Sakem. Elles sont de plus en plus nombreuses au Cameroun, les femmes et filles qui subissent les effets néfastes des crises qui secouent le pays. Qu'il s'agisse des régions du septentrion avec la secte terroriste Boko Haram, le nord-ouest et le sud-ouest par la crise anglo-saxonne et d'autres localités, les chiffres des victimes interpellent l'opinion nationale, membres du gouvernement, acteurs de la société civile, à porter une attention particulière sur la situation de la femme dans cette société en proie aux violences de toute nature. Les femmes camerounaises, à mon humble avis, elles ne sont pas véritablement prises en compte. Les voix ne comptent pas dans les processus de paix au Cameroun. Donc, pourtant, si vous voulez résoudre durablement un conflit, la voix des femmes compte. Parce que ce soit les militaires, que ce soit ce qu'on appelle Ambaboy, les terroristes, les groupes armés, bref, ce sont nos enfants. Et si vous voulez véritablement comprendre les dynamiques de conflit et résoudre, la voix des femmes est très très importante. Nous pensons que véritablement, et la communication, ça c'est un volet extrêmement important. La communication doit être non violente. Elle doit être une communication qui apaise. Parce que malheureusement, nous avons eu un drame au Cameroun il y a quelques semaines, Kumba, tout le monde le sait, mais la communication qui a entouré le drame, notamment de certains membres du gouvernement, n'a pas été apaisante. Je vous assure, c'est des situations qui continuent d'aggraver la situation. Il faut véritablement encourager un langage qui apaise. Parce que les gens qui sont meurtris dans leur chair, avec un langage comme ça, on ne peut avoir que plus de radicalisation. À l'occasion de la commémoration du 20e anniversaire de la résolution 1325 des Nations Unies, évoquant l'impact disproportionné des conflits armés sur les femmes et enfants, les acteurs de la société civile se sont donné rendez-vous dans la ville de Tchon, région de l'Ouest, pour évaluer le niveau de mise en œuvre des plans d'action nationaux élaborés en 2017, dont le but est de coaliser les efforts des composantes sociales pour venir à bout de ces crises.
crise. Alors que le climat social demeure tendu, la plateforme Wheels Cameroun et compagnie insistent et signent que seul un dialogue inclusif, sans tabou et une communication apaisante pourront favoriser un retour de la paix dans les principaux foyers de tension identifiés à travers le pays. Nous sommes d'accord qu'il y a des exactions qui sont faites, mais véritablement il y a lieu de se poser la question pourquoi est-ce que les gens sont amenés à prendre des armes contre leurs frères dans leur propre pays. Même si on arrivait à tuer toutes ces personnes-là, le problème ne serait pas réglé. Ils ont véritablement essayé de comprendre quelles sont les causes profondes. Il faut mener un dialogue sans tabou. Ne pas considérer certaines personnes comme des terroristes et refuser de les accepter sur une table de dialogue. Sinon, on ne sortira jamais de ce cycle. Je sais qu'on nous dit que la question du fédéralisme et sécession ne peuvent pas être discutées. C'est faux. C'est archi faux quand on parle de paix et de sécurité. Il faut discuter de toutes les questions. Il y a lieu également d'apaiser davantage le climat social. Nous nous rendons compte qu'au fil du temps, il y a beaucoup plus d'arrestations. Non, moi je ne pense pas que ça n'aide pas véritablement le Cameroun. Nous ne voulons pas dire que s'il y a des gens qui sont véritablement coupables, elles ne doivent pas être sanctionnés, mais il y a une vague d'arrestations qui n'a pas sa raison d'être au moment où le Cameroun se bat pour sortir d'un cycle de violence. Comment venir à bout de l'insécurité dans le secteur des transports par mototaxi dans la région de l'Est? Le constat est inquiétant. La plupart des conducteurs de mototaxi n'ont pas de permis de conduire, encore moins de documents permettant de les identifier. Une centrale syndicale a tenu à les sensibiliser sur la nécessité de respecter la réglementation en vigueur. D'autres détails avec Benjamin Issam à Bertois. L'insécurité et les accidents de la circulation restent les principaux maux qui minent le secteur des transports par moto-taxi à Bertois. Et c'est là la conséquence du manque de pièces chez les transporteurs. La plupart des taximens n'ont pas tous les papiers exigibles. Il y en a même qui travaillent pour une moto, 3 ou 4 conducteurs. Et là, ce qui a été retenu aujourd'hui, il faut qu'on puisse identifier déjà le promoteur de la moto et puis chacun des conducteurs de cette moto. La plupart des propriétaires des engins à 2 roues ne disposent même pas de permis de conduire. Tout ceci donne droit à la clandestinité et à la corruption. La société civile, à travers la centrale syndicale du secteur public, entend apporter une gouvernance nouvelle dans le secteur. Pour ce qui est de l'acquisition des pièces exigibles, il faut d'abord que les mototaximens rentrent en possession des pièces en souffrance. Ça veut dire qu'ils avaient établi un certain nombre de documents et le process n'ayant pas été achevé, ces documents sont en souffrance. Donc il est question que ces derniers puissent rentrer en possession de cela et cela va être fait à partir des deux éléments. La première phase, c'est l'identification de toutes ces personnes. La deuxième phase va consister à la sensibilisation de tout ce beau monde. Cette structuration passe par l'acquisition des pièces exigibles et notamment le permis de conduire, un précieux sésame pourtant négligé par les motocyclistes. Il était donc question pour nous de trouver des voies et moyens afin d'obtenir des sections spéciales, soit par l'appui des élites municipaux ou alors d'autres financements des élites locaux ou extérieurs, afin de permettre aux taximans de moto d'avoir le permis de conduire et rendre leur assurance de moto valable. Au sein de ce groupe de travail chargé de finaliser cette structuration, il y a les forces de maintien de l'ordre dont l'engagement à assainir le secteur est une nécessité. Les forces de maintien de l'ordre, ils sont là pour la sécurité des personnes et des biens. Et comme nous travaillons sur une problématique de l'insécurité, d'où leur présence. Donc c'est un maillon très indispensable dans ce projet et c'est la raison pour laquelle nos activités, nous les interpellons toujours. La mutualisation des expériences permettra à coup sûr de redorer le blason d'un secteur de mototaxi à la traîne du fait de l'insécurité. L'Afrique est sous le choc après le décès de Jerry Rawlings, ancien président ghanéen, figure marquante de l'histoire politique de ce pays d'Afrique de l'Ouest et réputé pour ses prises de position panafricanistes. C'est un portrait signé Eric Fopoussi.
est né le 22 juin 1947 à Accra. Ses parents sont Victoria Agbotui, ghanéenne, et James Ramsey John, un Écossais. Il est le seul enfant né de sa mère. L'ancien président ghanéen se marie à Nana Konadu Adjeman, qu'il rencontre au collège Hashimota. Ils ont 3 filles. Il entre en 1968 à l'Académie militaire ghanéenne à Téchi, nommé sous-lieutenant dans l'aviation ghanéenne en 69. Il est promu capitaine d'aviation et devient un excellent pilote. The Speedbird Trophy went to Lieutenant J.J. Rawlings for being the best Air Force cadet of the Flying Training School. Devenu lieutenant d'aviation de l'armée de l'air ghanéenne, Jerry Rawlings anime une première tentative de coup d'État le 15 mai 1979. Sa tentative échoue, il est arrêté. 3 semaines plus tard, libéré par d'autres officiers, il organise un coup d'État à nouveau le 4 juin 1979 qui renverse le régime du président Fred Akufo et le porte au pouvoir. For the first time in Ghana, a group of junior army officers had attempted to pull down a military regime made up of senior army officers. Le 24 septembre 1979, il cède le pouvoir à un gouvernement civil mené par le président Liman. Mécontent du pouvoir civil qu'il estime corrompu, il reprend le contrôle du pays le 31 décembre 1981 par un nouveau coup d'État qui renverse le régime de Liman. Il devient alors le président du Conseil provisoire de la Défense nationale. En 1992, Rawlings démissionne de l'armée, instaure le multipartisme et fonde le Congrès démocratique national. Il engage le pays dans un processus de démocratisation. Il est élu président le 7 décembre 1992 et prend ses fonctions le 7 janvier 1993. Après 2 mandats, la limite prévue par la constitution ghanéenne, Rawlings entérine la candidature de son vice-président John Atta Mills à la présidence en 2000 au nom de son parti. Mais le 7 décembre 2000, c'est le candidat de l'opposition du nouveau parti patriotique NPP, John Kufuor, qui est élu président. L'alternance est pacifique. Il aura apporté la stabilité politique au Ghana tout en gérant l'économie d'une main de maître. Un public reportage dans ce journal, la compagnie Ayera Assurance a mis sur pied des nouveaux produits pour permettre aux Camerounais d'avoir accès aux meilleurs soins de santé. Explication dans ce reportage. Avant la présentation de la carte QR Code dans la ville de Douala ce 6 novembre, Ayera Assurance a tout d'abord permis à ses assurés de la ville de Yaoundé de faire sa connaissance. Le mardi 3 novembre 2020, un accès direct aux soins et aux diverses autres prestations pour les assurés de Ayera Assurance. La compagnie citoyenne vient de mettre sur pied sa carte QR Code qui facilite désormais l'existence à ses assurés. Cette carte permet donc à l'assuré d'être pris en charge directement dans tout notre réseau. La carte, c'est une carte d'accès direct aux soins. C'est la principale innovation. Et je peux vous dire que vous n'aurez pas grand monde qui vous présente une carte d'accès aux soins de cette nature. Une innovation qui va plus loin que le peron des hôpitaux. L'assuré a finalement accès à toutes les prestations qui rentrent dans le réseau de santé de la compagnie. Lorsque nous parlons de santé, il ne s'agit pas seulement des hôpitaux, mais il s'agit également des laboratoires, il s'agit des pharmacies, bref, partout sur notre réseau de santé, avec cette carte, il est pris en charge. La carte a été présentée au public et partenaires de la ville de Douala au cours d'un moment d'échange pendant lequel les responsables d'Ayera Assurance sont revenus sur le parcours de la compagnie qui a aujourd'hui 13 ans. Cela fait 13 ans que nous sommes sur ce marché et le public a manifesté le besoin de nous connaître davantage, de savoir qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons, quelles sont nos valeurs, quels sont les concepts que nous développons. Et nous avons donc donné suite
à cette demande pressante de notre public. Aria Assurance, c'est une panoplie de services proposés qui va de la santé à l'assurance voyage en passant par le multirisque habitation, professionnel, les cautions, pour ne citer que cela. Les produits que nous vendons sont entièrement adaptés aux besoins des clients de ce pays, tant pour les particuliers, par exemple sur l'assurance maladie, l'assurance individuelle accident, que pour les hommes d'affaires, les entreprises, je cite par exemple les multirisques professionnels ou les cautions ou les facultés, parce que nous vendons également des produits qu'on appelle les transports, les facultés terrestres, maritimes ou aériennes. En 13 ans d'existence, la compagnie cumule de nombreuses indemnisations payées grâce aux primes collectées. Nous sommes une compagnie qui existe depuis 13 ans, mais qui en moins de 13 ans a payé 14 milliards de sinistres. Aria Assurance, c'est décidément un assureur de confiance qui fait du respect de la parole donnée son engagement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Ouverture de la session de novembre au Parlement camerounais. Des parlementaires, on va le dire comme ça, souhaitent que la question du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest soit inscrite enfin à l'ordre du jour. Cela fait déjà 4 ans que la crise perdure et aucun débat parlementaire n'a été organisé sur cette épineuse question. Et aujourd'hui encore, à l'ouverture de la session, des sénateurs de l'opposition, des députés également de l'opposition ont tenu à faire observer que les stratégies prises et mises en place par le gouvernement n'ont pas permis de ramener la paix de façon durable dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Ils estiment qu'il est temps d'explorer d'autres options plus pertinentes. Ils souhaitent que le débat soit véritablement inscrit lors de cette session parlementaire. D'autres députés, ceux de la majorité présidentielle et ceux du parti au pouvoir, s'impatientent de l'accélération de la décentralisation qui, selon eux, est la clé de voûte pour la fin de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel et qu'il en soit... Première partie. Deuxième partie, je veux dire. Bonsoir à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Sajala. Bon week-end à vous également. Je vous souhaite également un bon week-end. Rendez-vous lundi. 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Et qu'il en soit. Retour sur le plateau, deuxième partie Equinox Soir, toujours en compagnie de Emmanuel Kounié du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Dr Luison Issomba, enseignant de droit public à l'Université de Douala, et Linus Fogap, président de la jeunesse panafricaine. Linus Fogap, est-ce que cette année peut être la bonne? On a une fois de plus entendu les députés et les sénateurs de l'opposition réclamer que la question du nord-ouest et du sud-ouest soit enfin inscrite dans les débats. Non, Serge Alain, je ne veux pas être nihiliste, c'est notre souhait. Il faut dire que la question que vous posez relance le débat que nous avons engagé il y a de cela pratiquement 1 heure sur la qualité de nos institutions. Et voyez-vous, dans le discours de Barack Obama en 2009, il faisait justement allusion au Parlement, en l'occurrence. Et donc, quand vous voyez un pays comme le Cameroun, puisque vous voulez qu'on en parle un peu, vous vous rendez compte que depuis le début de la crise anglophone... Il a continué, Barack Obama, en disant il faut un Parlement fort, des forces de police honnêtes et des juges indépendants. Exactement. Et donc, c'est ça qui fait la vitalité de la démocratie dans un pays. C'est ça qui fait avancer un pays. Je sais donc, quand vous voyez le Cameroun, depuis le début de la crise anglophone en 2016, mais cette question-là n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour. Qu'est-ce qui explique ça, vous savez? Mais on a des institutions, je veux dire quoi, ce sont des vernis démocratiques. Vous voyez, le Parlement est manipulé, de où vous connaissez. Le Sénat est manipulé, tout est manipulé dans ce pays. D'où? Je ne sais pas. Depuis où?
Bon, je ne sais pas, mais depuis la présidence, disons-le clairement, tout est manipulé. Le pouvoir exécutif, une fois de plus, a une mainmise sur le législatif. C'est une lapalissade, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Sinon, vous allez voir au niveau du Parlement, le président ne peut pas fixer l'ordre du jour sans prendre, je vais dire, les conseils d'en haut. Et c'est ce qui plombe la résolution de cette crise. Et c'est ce qui plombe nos institutions. Voyez-vous, des députés qui, dans des couloirs, parce que ce qu'ils font là, ce sont des commentaires. Hein, les gens qui, ce sont des larmatations. Oui. Mais il faut inscrire la question, ce problème-là, à l'ordre du jour. Et les députés vont débattre. Ils ont qualité, ils ont l'autorité, ils ont la légitimité pour débattre sur ces questions-là. Mais ça fait 5 ans déjà, on s'achemine vers la 5e année, il n'y a jamais eu de débat autour de cette question. Donc c'est tout simplement regrettable. Et pendant ce temps, comme je le disais, les gens roulent carrosse. On continue à créer des départements de ceci, on continue. C'est Jalin, pour avoir fait, dans le cadre de mes activités, un pays comme le Rwanda, je dois pouvoir vous dire, et à l'attention de vos téléspectateurs, que dans le parking automobile rwandais, il y a 10 voitures. Ce que vous appelez ici CA. Dans le parking automobile rwandais, il y a 10 voitures. Du président à la dernière personnalité, 10 voitures. Vous pouvez compter le nombre de voitures que nous avons au Cameroun? 10 voitures, comment? Quand je dis le parking automobile, c'est dit, quand vous voyez les voitures ici écrites et matriculées CA, oui. Hein? Ce sont des voitures qui appartiennent à l'État. Et cela est accompagné de quoi? Des frais de bons de carburant, de l'accompagnement de ceci, des frais d'électricité qu'on ne paye pas, des maisons qu'on met à disposition. Tout ça. Et je dis donc au Rwanda, là, c'est 10 voitures dans le parking automobile. De l'État. De l'État. Mais vous ne pouvez pas compter le nombre de voitures que nous avons ici. Vous ne pouvez pas compter le nombre de bons de carburant qui sortent chaque jour. Vous ne pouvez pas compter le nombre de personnes que l'État nourrit gratuitement. Ça, c'est du gaspillage. Pendant ce temps, les gens souffrent, mon très cher frère. J'ai vu, je sors de Tchang, des gens qui sont partis de la zone anglophone, notamment d'Alor, de Fontaine et autres. Non, attention. Laissez ce débat. Merci. Emmanuel Kounié. Oui. Vous, on a vu le SDF dans ses sorties, même des vous-vous-et-là, pour que la question soit en fait enfin inscrite. Mais aujourd'hui que le SDF n'a pas assez de députés, qu'est-ce qui peut bien pousser la majorité obèse à accéder à cette demande de l'opposition? Rien du tout. Je ne pense pas que... Donc c'est perdu encore d'avance? Non, ce que les députés font là, c'est des jérémiades, c'est des lamentations, c'est des... Je ne sais pas comment appeler cela, mais je crois qu'ils ne peuvent rien obtenir. Ils ne peuvent rien obtenir parce que le pouvoir a choisi, n'est-ce pas, de ne pas permettre qu'on discute de cette question. Tout le monde connaît la solution. Tout le monde sait qu'il faudrait qu'on engage des négociations avec ceux qui créent des problèmes. Et qu'on discute avec eux pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir obtenir ne serait-ce que le cessez-le-feu. Tout le monde sait qu'il faut. Peut-être que le président de la République même décrète un cessez-le-feu et qu'après cela, qu'on puisse discuter avec eux pour voir comment on va, n'est-ce pas, désamorcer cette crise. Mais personne ne veut choisir cette voie. Les DDR et tout ça, toutes ces choses-là sont comment dirais-je, c'est pour perdre du temps et ça ne peut en aucun cas nous permettre d'arriver à la fin de cette crise. Et puis je voudrais vous dire, quand on parle de l'Assemblée nationale, j'ai suivi le docteur Luison Issomba tout à l'heure nous parler du Sénat en disant que bon, c'est important et tout. Mais attendez un peu. Au Sénat, vous trouvez des gens qui sont élus, c'est une chambre qui représente les collectivités territoriales, mais ces gens-là sont éligibles sans être électeurs. C'est-à-dire qu'eux, on les vote, ils ne savent même pas ce qui se passe dans les mairies. Ils n'en savent rien. Donc ils sont à l'Assemblée, ils représentent les conseils municipaux, ils n'ont jamais été conseillers municipaux. Comment est-ce qu'ils peuvent représenter les conseils municipaux? Et on nomme des gens au Sénat qui viennent parler au nom des collectivités territoriales, qui ne font aucune mission dans les collectivités territoriales de leur ressort, qui ne savent même pas comment se comporte le budget d'une commune et comment est-ce que les maires travaillent, et ils ne peuvent pas les représenter. C'est une chambre, une fois de plus, pour ma part, qui ne sert pas à grand-chose. Alors, vous, les problèmes qu'on évoque là, comment pensez-vous que ces députés peuvent nous servir à quelque chose? Le problème anglophone, c'est parce qu'on en parle beaucoup. Ils vont aller tout à l'heure, ces jours-ci, voter un budget.
On a parlé des institutions tout à l'heure. Vous prenez une institution comme le Conseil économique et social. Cette institution a au moins plus de 1 milliard de francs chaque année dans le budget. Et quand vous regardez la loi de règlement, vous allez vous rendre compte qu'ils consomment toujours au moins 98% de leur budget. Mais à faire quoi? Voilà la Covid-19 qui vient de terrasser tout le monde. On a pris des mesures économiques. Est-ce que cette institution, a une seule fois, s'est assise pour dire, voilà ce que nous proposons? Parce que d'ailleurs, c'est une institution qui doit avoir, je crois, 120 membres. Et ces membres-là doivent venir de toutes les couches. Et il y a un monsieur qui est là depuis 1984. Je crois qu'il respectait la 4 ou 5 là-bas, si je m'en abuse. Donc, c'est une institution qui ne sert pratiquement à rien. Mais ces députés-là, quand ils votent un budget pour le Conseil économique et social, ils votent pour qui et pour quoi faire. Et quand ils votent la loi de règlement, ils disent que ce budget, ce milliard qui est mis là-bas, ça sert à quoi? Donc, voilà donc des institutions qui sont là tout simplement pour permettre à quelques retraités de pouvoir s'entretenir. Et puis, les gens sont là, ils votent le budget. Vous croyez que ces députés, quand ils votent ce budget-là, ils passent ce budget au pain fin? Ou bien quand ils voient la loi de règlement, quand ils voient qu'au Conseil économique et social, on a consommé 1 milliard en un an, alors qu'il y a une poignée de 3 ou 4 personnes qui sont là et qui n'ont jamais, je n'ai jamais, peut-être que je peux me tromper, mais je n'ai pas entendu parler d'une assemblée générale du Conseil économique et social. Cette institution doit se réunir périodiquement pour se prononcer sur un certain nombre de textes, pour faire des propositions au gouvernement, avant que le budget ne soit... Pour la politique économique doit être élaborée également là-bas. Parce que vous trouvez toutes les couches là-bas. On devait avoir toutes les couches là-bas. Mais je vous assure que là-bas, il n'y a plus personne. Et on n'a pas changé de président. On n'a pas désigné les autres, puisque c'est le président de la République qui les désigne. Et aujourd'hui, on continue à virer les budgets là-bas. Et les députés vont voter. Vous dites qu'il n'y a plus personne? Il n'y a plus personne. Il y a le président. Il y avait, je crois que je peux citer 3 personnes. Il y a l'ancien délégué de gouvernement Pokossi Noubé. Il y a M. Zété qui était délégué de gouvernement Bafoussam. Et puis il y a le président du conseil. Je ne connais pas un autre. Ayan Luc. Je ne connais pas un autre. Ils étaient 120 en 84. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous pensez que ces députés, ils sont à l'Assemblée et qui votent le budget avec une ligne comme ça dedans, font ça pourquoi? Est-ce que c'est pour l'intérêt du pays? Donc, moi, je pense qu'il ne faut rien attendre de ces députés. Moi, quelqu'un m'a dit l'autre jour, parce que je lui ai dit, pour moi, ces honorables sont des honorables sans honorabilité. Parce qu'ils ne font rien là-bas. Ils ne font rien là-bas. Ils vont voter le budget, comme disait l'honorable Nietzsche. Ils ne peuvent pas changer une virgule. C'est-à-dire qu'ils votent le budget en l'état. Ils ont toujours voté en l'état. Les députés du SDF se sont plaints. Ils sont plaints, ils sont sortis de la salle, ils ont tempêté, ils ont amené, comme vous avez dit, vous là, ils ont fait tout. Ils n'ont jamais réussi à changer une virgule parce que la majorité obèse du RDPC respecte ce que vous appelez la discipline du parti. Eux-mêmes, certains députés nous disent, certains députés du SDF nous disaient qu'il y a des députés du RDPC qui viennent leur dire d'insister si on peut bouger les lignes, parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas dire un seul mot. Alors, quand on est dans un système comme celui-là, où il y a des hommes forts, ou un homme fort qui est à la tête de l'État, et chaque fois qu'il désigne quelqu'un dans une institution, cette personne devient un homme fort également, parce qu'il transmet sa force partout, et c'est lui qui nomme tout le monde. Les civils et les militaires sont nommés par la même personne. Et quand on va aux élections, je ne voudrais pas faire... C'est lui qui nomme tout le monde. Il nomme tout le conseil électoral. Il nomme tout le conseil constitutionnel. Et puis, il est candidat. Et on va aux élections. Mais quelle violence! Ça, c'est très violent. C'est plus violent qu'un coup de feu. Donc, quand on est dans un système qui se comporte de cette manière, on n'a que les yeux pour pleurer. Moi, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire un jour. Mais il faudrait que ces gens-là puissent se faire leur examen de conscience, qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas prendre un peuple en otage pendant des décennies et penser qu'ils vont le faire infiniment. Ce n'est pas possible. À un moment donné, le peuple n'en pourra plus. Il y aura une implosion, qu'il le veuille ou pas. Donc, moi, je les conseille de décélérer un peu, d'enlever le pied sur l'accélérateur, qui tourne les oreilles vers le peuple, qui écoute un peu le peuple, parce que le peuple n'est pas écouté. Cette affaire de crise anglophone, nous l'avons dit 1000 fois, qu'il faut discuter avec les gens qui posent des problèmes. On connaît les gens, quand ils sont allés prendre les Ayuk Tabé au Nigeria, les arrêter, les amener ici, on nous a dit, on a arrêté le leader. Moi, je croyais que, comme on les a arrêtés, l'affaire pouvait, n'est-ce pas, trouver une solution. Mais ils sont là depuis bientôt 3 ans. On est dans la même affaire et ça va s'aggravant. Comment est-ce que... Et puis on parle de l'Assemblée. Les députés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Même s'ils s'inscrivent à l'ordre du jour, est-ce que les députés peuvent prendre des résolutions qui vont être mises en œuvre? Ça, c'est la question que je me pose. Et ces députés qui ne peuvent même pas réussir à mener une enquête parlementaire, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas qu'ils ne peuvent pas se décider eux-mêmes de faire une enquête parlementaire et qui sont là, qui pleurnichent comme des enfants, parce que ce qu'ils font là, c'est des jérémiades, c'est de lamentation, c'est terrible. Voilà une institution qui a un pouvoir, qui passe le temps à faire ce que je viens de voir là. Pour mon pays, moi je coule des larmes, c'est pas possible. Ok, docteur Luisan Isomba, face à
cette majorité obèse du RDPC? Est-ce que l'opposition peut user d'autres moyens pour se faire entendre? Ce que vous devez déjà savoir, c'est que l'opposition n'a même pas pu constituer un groupe parlementaire, donc ce sera davantage compliqué. C'est alors que nous sommes dans une démocratie représentative. Et on l'a dit dans notre constitution, les deux organes en fait qui incarnent la souveraineté de l'État, c'est le président de la République et le Parlement. Alors, quel est le cadre de discussion idéal qui puisse poser au ras le sol toutes les questions qui minent la société? C'est bien entendu le Parlement. C'est pourquoi tout à l'heure, j'évoquais tout à l'heure la question de la représentation. Vous savez que le Parlement, l'Assemblée nationale représente le peuple et le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Donc la question de la crise anglophone, nous l'avons évoquée ici en début de cette crise, avec force et vigueur. C'est vrai qu'on a estimé que nous faisons de la théâtralisation. Et on m'a interpellé, on me dit, docteur, vous faites de la théâtralisation. Je leur ai dit, écoutez, je dois rester objectif pour déplaire et que d'être injuste pour plaire. Parce que là, en réalité, voilà le cadre le plus idéal où on doit poser les problèmes de la société et les discuter. S'il y a une possibilité de prendre une loi, on la prend. Parce que c'est le cadre idéal. Mais alors, on constate que aujourd'hui, encore, comme je venais de l'évoquer, la question serait même davantage discutée dans la mesure où la volonté du RDPC, qui a une majorité obèse, vous venez de l'évoquer, les députés du RDPC pouvaient justement poser cette question sur la table afin que discussion y soit faite. Mais on se rend compte que ce n'est pas ça. Vous savez qu'en réalité, la question de la crise anglophone devait d'abord, sur le plan institutionnel, être débattue au Parlement avant le grand dialogue national. C'est pourquoi la formule du grand dialogue national, j'ai dit, on a d'abord raté un cap, c'est-à-dire qui était d'abord de traiter la question sur le plan institutionnel à travers les institutions prévues en l'occurrence et voir donc dans quelle mesure implémenter ou mettre en place le grand dialogue qui a suivi. C'est donc pour dire que ces jalons tout, on ne va pas dire qu'il n'y a pas une réelle volonté partisane de résoudre ce problème. Nous interpellons donc toujours l'État du Cameroun pour dire que à un problème politique, il faut des résolutions politiques et non politiciennes. Parce que lorsqu'elles prennent des relents politiciens, ça devient compliqué. Vous voyez aujourd'hui un programme comme celui-là, à mesure que le temps passe, les solutions ne font que se complexifier. Parce qu'aujourd'hui, quand on a dit, on a suivi le décès de ces enfants à Kumbo, vous avez vu... À Kumba, voilà. On a suivi un début, une amorce de négociation avec ce qu'on a établi. Les Camerounais ont crié, mais voilà. Donc, en réalité, ces gens-là autour, il n'y a que la négociation pour résoudre ces problèmes et opter pour des solutions essentiellement et purement politiques. Parce que si on reste dans des éléments de cosmétique, on va toujours, comme je le disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas sortir une brindille pour tuer un python. Parce que la crise anglophone est devenue un python, donc un sérieux problème qui nous mine depuis 4 années aujourd'hui. On ne peut plus, on ne dénombre plus le nombre de morts. Ça fait extrêmement mal. Donc c'est pour dire que nos parlementaires doivent comprendre qu'ils représentent le peuple et ils ont cette obligation de traiter les questions qui minent la cohésion sociale, qui minent le vécu des citoyens camerounais. Parce qu'à partir de là, on se rend compte que, enfin, ça rejoint ce que je voulais tout à l'heure avant que je me retire la parole, pour dire que quand vous regardez bien les institutions en Afrique, le critère fondamental que j'évoquais tout à l'heure, l'interactivité, l'interaction entre les institutions et les autres. Vous convenez avec moi que, le docteur Emmanuel Kounié venait de le souligner avec pertinence, c'est-à-dire que le chef de l'exécutif est la clé de voûte des institutions. C'est-à-dire qu'il nomme tout le monde et partout. Vous voyez, même à l'université, dans d'autres pays développés, le recteur serait élu par nous les enseignants, au même titre que les doyens. Mais ce n'est pas ça, c'est toujours le président. Donc, tout part du président et tout revient vers le président. Or, dans les sociétés démocratiques évoluées, on parlait du cas de Barack Obama, les États-Unis, qui vous ont inspiré le thème. Vous voyez que là-bas, les institutions s'équilibrent. C'est ce qu'on appelle la théorie des checks and balances. C'est-à-dire, le président des États-Unis ne peut pas nommer les hauts responsables fédéraux sans l'aval et l'approbation du Sénat. Il ne peut pas ratifier un traité international sans l'accord du Sénat. Vous voyez qu'ici, le président de la République nomme les membres du Conseil constitutionnel, il n'y a aucun contre-saint, il n'y a aucune autre approbation extérieure. Donc cela veut dire qu'il faudrait donc que les institutions s'équilibrent et se neutralisent entre elles. Mais tant qu'il y a une institution, c'est vrai, le paradigme de l'État
qui voudrait que l'exécutif soit fort. C'est vrai. Mais il faudrait que cet exécutif soit fort en tenant compte des complexités institutionnelles. Pour dire que si le président peut dire qu'il nomme un ambassadeur, les parlementaires doivent lui dire non, il faut quand même qu'on ait un droit de regard. Ça permet donc qu'il y ait un rapport d'équilibre entre ces institutions. La preuve, même quand le Congrès américain adopte une loi, au moment de la faire promulguer, le président doit vérifier. Il utilise son veto. Vous voyez que s'il trouve que la loi est hostile, il renvoie la loi au congressmen. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le veto officiel. Alors, s'il trouve que les congressmen veulent insister en lui faisant valider et publier cette loi hostile, le président, cette fois-là, utilise ce qu'on appelle le veto dit de poche. Il ne renvoie plus la loi devant les congressmen, il met ça dans sa poche. Ça ne repart plus, même si les congressmen peuvent contourner cela avec 2 tiers des sénateurs et des membres de la Chambre des représentants. Donc, c'est pour dire que ces gens-là autour, que vivement la question anglophone, la crise anglophone, puisse ne serait-ce qu'inscrite dans la forme pour quand même démontrer que le cadre de discussion institutionnelle a pris à bras le corps ce problème et est en mesure d'en préparer des propositions qui peuvent sortir des crises. Voilà, Linus Fogap, on a suivi le député UDC Dunoun Koupitadamon parler du cessez-le-feu. Au Cameroun, on n'arrive toujours pas à s'accorder. Qui doit déposer les armes? Non, l'armée ne doit pas. Qu'est-ce qu'on doit faire véritablement? Non, Serge Alain, vous savez, quand les armes oratoires sont épuisées, il faut passer à l'action. Tout a été dit sur ce sujet, et même bien dit. Ceux qui sont à Yaoundé savent ce qu'il faut faire. Maître Emmanuel Kounié l'a dit, le docteur Luison l'a dit, il faut dialoguer. Nous devons nous asseoir. Nous devons inviter ces protagonistes. Il faut d'abord que les armes s'arrêtent de crépiter, non? Oui, bien entendu. Mais il faudrait déjà qu'il y ait une volonté affichée. Que l'intention soit claire, celle de résoudre la crise. Parce que jusqu'ici, on a comme l'impression que de divers bords, les gens sont dans l'économie de la guerre. C'est-à-dire que c'est comme si les gens souhaitent que cette crise perdure pour qu'ils s'empiffrent, s'enrichissent davantage. Et c'est ce que je suis en train de voir. Je dis, nous devons faire très attention. Parce que pendant qu'on le fait, ce sont des populations qui souffrent. Ce qu'on risque d'assister, et c'est ça ma crainte, c'est que les enfants qui ont perdu soit leurs parents dans cette crise, des gens qui ont perdu leurs frères, sœurs et autres, peuvent à un moment donné avoir une haine contre leur propre pays. Et ça, je vous le dis sincèrement, je le pense. Quand des gens ont perdu des proches dans une guerre comme celle-ci, qui a déjà fait 4 ans, et qu'on ne parvient pas à solutionner, cela peut cristalliser un certain nombre de choses dans la mémoire. Et donc, c'est une interpellation, encore une fois de plus, de dire que nos dirigeants savent ce qu'il y a lieu de faire. Vous savez, nous nous projetons vers l'avenir. Et la meilleure manière de se projeter dans l'avenir, c'est d'être conscient des erreurs du passé. Pour la simple raison de ne pas les répéter. Si je prends un exemple simple, celui de la Côte d'Ivoire, c'est un pays voisin. Aujourd'hui, les gens accusent Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Bédié d'être responsables de la situation chaotique qui s'est passée en Côte d'Ivoire et qui continue même. Mais pour nous autres qui avons un peu étudié l'histoire, nous nous rendons compte que si ce ne s'agit pas de ça, ce n'est pas Gbagbo, ce n'est pas Ouattara, ce n'est pas Bédié, mais c'est le président Félix Houphouët-Boigny, qui à un moment donné de l'histoire n'a pas su aménager la passerelle, n'a pas su organiser la transition, n'a pas su préparer les choses, n'a pas su anticiper. Et quand il est mort au pouvoir, les discussions ont commencé. On a créé l'ivoirité et tout ça, et ça a donné ce que vous avez vu en Côte d'Ivoire. Donc quand je regarde l'histoire de mon pays, je regarde le vieux, je regarde tous ceux qui sont autour, je regarde ce qui se passe, je me dis, avec la qualité de nos institutions, si on n'aménage pas la passerelle, si on n'organise pas les choses, et que par, je ne sais pas, le vieux la meurt au pouvoir, je parle du président de la République, je vous assure, le Cameroun risque de sombrer. C'est une interpellation.
C'est ma modeste interpellation. Et je dis que si le président nous écoute et tous ceux qui l'entourent, ils doivent pouvoir prendre cela en considération et se mettre au travail. Le premier travail, c'est celui de la crise anglophone. Il faut véritablement vider ce contentieux historique. Il faut vider ça pour que le pays, effectivement, retrouve le chemin de son développement. Voilà, Emmanuel Kounye. Oui, s'agissant de la crise anglophone, moi je continue à dire, et je le martèle, dire qu'on ne peut pas parler avec celui-ci, on ne peut pas parler avec celui-là. C'est gravissime. Quand les gens raisonnent comme ça, je ne sais pas si on est sur la même planète. Parce que les gens nous parlent d'Ayoub Tabé. On ne peut pas parler avec lui parce qu'il a dit qu'il n'est pas camerounais, il dit qu'il est sécessionniste. D'accord. Mais ce Ayoub Tabé, il ne tombe pas du ciel. C'est quelqu'un que nous tous on connaît. Puisqu'on l'a vu ici, travaillant à la Sonnelle. On l'a vu quand les Lions jouaient en 2000. On l'a vu être plus content que tout le monde. On l'a vu organiser des tables rondes à Bonamou, ça dit acheter à boire. Mais qu'est-ce qui s'est passé de cette date-là aujourd'hui pour qu'il devienne aussi radical? La question doit être posée. Et même si il se radicalise, on a vu en Europe, les gens qui viennent de Syrie, là, qui sont en France, ils sont même des djihadistes. Mais on les récupère, on cherche comment les déradicaliser. Comment on peut penser que ce monsieur ne peut pas être déradicalisé? S'il a pris une position, vous pensez que cette position, c'est le Saint-Esprit qui est entré en lui pour lui mettre cette position dans le corps et qu'on ne peut rien lui expliquer? Non, je crois que ce n'est pas honnête, ce n'est pas sincère. C'est pas sincère. Moi, je crois que ceux qui disent ça sont ceux qui ne veulent pas la fin de cette crise. Mais il faut qu'on fasse très attention. Parce que ça fait déjà presque 4 ans déjà. Et je veux vous dire, il y a beaucoup de morts. Et il faut regarder les autres crises. Moi, je ne veux pas être le prophète de malheur ou bien citer des crises qui ont eu lieu avant. Mais il faut savoir que quand un peuple ou bien un groupe de personnes se retrouve dans un ensemble et se sentent très mal à l'aise, le docteur Essombaï là, Luison Essombaï là, il a le droit à l'autodétermination. À un moment donné, s'il est établi que ces gens-là, on a mis l'armée sur eux et que l'armée continue à faire ce qu'elle fait et que ça ne... Parce que quand on envoie l'armée sur le terrain, c'est pour qu'on ait une suite, une solution. Mais quand l'armée fait 1 an, 2 ans, 3 ans, on n'a pas de solution, ça veut dire que ce n'est pas ça la solution. Il faut chercher ailleurs. Ce n'est plus la solution militaire. Et si on persiste sur la voie militaire et qu'il y a beaucoup de morts, parce qu'il y a déjà un rapport de force sur le terrain, qu'on le veuille ou pas, les populations sont en train de mourir, les ambazoniens sont en train de mourir, les ambaboys sont en train de mourir, mais l'armée aussi perd des hommes. Et le monde entier ne peut pas nous regarder faire ça. À un moment donné, il y aura des gens qui viendront nous dire arrêtez cette affaire. On ne peut pas. Nous ne pouvons pas croire que nous pouvons faire ça. Et puis, que nos enfants qui sont à l'armée meurent, que nos enfants qui sont les ambaboys meurent, que les populations, les enfants vont à l'école, on les tue, et que le monde entier nous regarde en espérant que nous sommes des responsables, et qu'à un moment donné, nous allons trouver des solutions à ça, et que nous-mêmes, on ne fasse pas grand-chose, puisqu'on ne voit pas vers quelle direction qu'est-ce que nous faisons pour que cette solution soit trouvée, et que le monde entier regarde dans l'univers, dans le monde aujourd'hui, qu'il y ait un coin où les gens se mangent comme s'il y avait des loups et des lions qui sont entrés dans la bergerie, et que ça ne peut pas se passer. Il faut qu'on stoppe ça, parce que si nous ne stoppons pas ça, d'autres gens viendront nous faire stopper ça, contre notre volonté. Donc pour ma part, je crois qu'il est grand temps pour que nous, on puisse, n'est-ce pas, faire ce qui peut être fait pour que cette affaire cesse. Il faut causer avec ces gens-là, il faut les appeler, il faut leur dire, écoutez, voilà l'essentiel. Et si nous pensons que nous avons vraiment raison, il faut qu'on arrive à leur démontrer que nous avons raison, plutôt que de dire qu'on ne parle pas avec eux. Dire qu'on ne parle pas avec eux, ça veut dire que nous-mêmes, on cache quelque chose, et qu'on a peur de parler avec eux parce qu'ils ont d'autres arguments. Sinon, qu'est-ce que ça coûte de parler avec eux? Voilà ma position. Voilà, on va terminer avec le docteur Luison Essombaï, qui a sûrement une citation de Mikhail Sergeyevich Gorbatchev pour sortir. Non, pas forcément. Je voudrais rendre un hommage vivant à Jerry Rawlings. Oui. Serge Aloto, il fait un coup d'État, et à la veille de son exécution, il y a un autre coup d'État qui le libère. Il devient chef de l'État. Il met en place des bases consensuelles et lutte contre la corruption. Il a mis en place une loi qui disposait que vous volez 500 000 francs des caisses de l'État, vous êtes pendu. Et qui a volé le premier, c'est son cousin. Et quand son cousin veut dire, mon frère est président, Jerry Rawlings a dit, appliquez-moi la loi. Et on lui a tiré 10 balles. Et aujourd'hui, le Ghana est un pays de référence démocratique. Même si votre porte-monnaie tombe, je vous dis, c'est déjà incrusté dans les mains, personne ne prendra. Parce qu'on sait qu'il y a déjà un combat à la base. Je voudrais également finir... C'était le pays le plus corrompu de l'Afrique. Et pourtant, c'était le pays le plus corrompu. Je voudrais également finir aujourd'hui par une image forte que j'ai aimée, la main tendue d'Alassane Ouattara. En direction... En réalité, Ouattara a compris qu'il ne faudrait plus verser du sang.
Et c'est ce que nous demandons à nos dirigeants politiques. La négociation, la médiation, le dialogue. Et je vous assure, ces gens-là, que cette... Il faut aussi féliciter le président Bédi, qui a accepté la main. On a vu les deux parties. Ouais. Les images parlent d'elles-mêmes. C'est tellement fort et symbolique. On voit que depuis hier et depuis la réception, les tensions se sont vivement calmées en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire quoi? La solution est là. Nous, dirigeants, ne doivent pas souvent dire on ne reçoit pas celui-ci, parce qu'il est ceci. Non. Le dialogue, c'est la meilleure voie de résolution des crises. Il n'y a pas autre chose que cela. Donc, tous ceux qui emploient la force comprennent que la force a ses limites et que seul le dialogue peut prospérer à une situation de crise. Super. Merci Emmanuel Cugnet. Merci à vous, Linus Fogap. Merci. Voilà, merci Dr Louison Issoba. On dit également merci au professeur Nkoyok qui a vraiment voulu participer à cette émission, mais la nouvelle elle est tombée quelques 5 minutes avant le début de cette émission. Une pensée à elle, au professeur Nkoyok. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h pour un autre numéro, le dernier de la semaine, Equinox Soir. Bonsoir, la République.